Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Est-ce que la langue sanglante ou le culte de la langue sanglante vous dit quelque chose? Alors là, c'est une... Célia, tu as peut-être encore ton dessin Alors, oui, mais... Attends, je sors mon carnet. Ce symbole-là. C'est des symboles, oui. Ça nous dit rien. Là, comme ça, de but en et blanc. ces cultes, justement, oui. autour des chauves-souris, etc., est-ce qu'ils utilisent des symboles? Est-ce que les aborigènes ont une symbolique particulière pour la chauve-souris? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est possible, mais c'est vrai que c'est des choses... moi, c'est vrai que je m'intéresse plus aux histoires. Mais là, en voyant votre symbole, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, des symboles comme ça traverse le monde. Parce que vous, je ne sais pas d'où il vient, votre symbole. C'est vrai qu'il vient... Bon, voilà, à vue d'œil, je dirais que c'est un symbole qui peut être peut-être africain ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que moi, j'ai fait pas mal de recherches. Et là, je vous parle évidemment des histoires de la chauve-souris des sables, etc. J'ai vu notamment d'autres divinités oubliées, d'autres choses comme ça qui ont des récits très similaires. Par exemple, une autre divinité oubliée qui, elle aussi, elle vit dans une société oubliée où il est enfermé, assez similaire. Eh bien, voilà, bon, désolé de la prononciation, hein, mais Cthulhu, qui vivrait donc dans une cité oubliée d'Orlier. Bon, vous voyez, des noms un peu... Voilà, mais il y a des similarités perturbantes entre l'histoire de la chauve-souris des sables et ce Cthulhu. Comme vous dites, perturbante, dans un sens où... Ah ben perturbant, ce n'est pas une coïncidence. J'en sais rien, mais les légendes polynésiennes en parlent aussi, les histoires sont un peu différentes. Moi j'ai lu un livre qui s'appelle Les Écrits de Ponap. Et ça m'a beaucoup perturbé. C'est un livre répugnant. Mais du coup, dedans, beaucoup d'éléments assez troublants par rapport à tout ça. Alors, je vais être franc avec vous, la copie qui était présente à Sydney a été prêtée à un certain John Scott, si je ne dis pas de bêtises, de Boston, justement. Hein, on en parlait. Et n'a jamais été retourné. Voilà. Donc ça, non. Attendez, John Scott, vous dites? John Scott, oui. Mais là, voilà, j'ai pas été jusqu'à chez lui pour vérifier. Mais oui. Professeur, c'est très très intéressant ce que vous dites. Il est des fois de coutume, lorsque les siècles passent, que des fois un dieu ou une divinité puisse être nommé peut-être d'une façon à un endroit du globe, et peut-être qu'il puisse être appelé d'une... En fait, je vous dis ça parce que j'ai entendu parler justement du dieu du vent noir. La notion de vent me fait pencher en fait aux chauves-souris que vous évoquez. Les chauves-souris sont souvent noires. Et si vous voulez, je vous demande ça parce que on a entendu parler de cette divinité sombre, mais en Afrique. Et les personnes qui ont relaté cette croyance disent que ce culte autour de ce dieu noir ne vient pas d'Afrique et vient justement d'autres endroits. Et ça me fait penser justement à à cela. Vous savez, ces croyances rapportées qui ne sont pas forcément originaires d'un pays, mais qui se développent dans un autre. Et est-ce que peut-être qu'on parlerait de la même chose?
Écoutez, c'est possible. Vous savez, il y a des légendes comme ça qui traversent, comme je vous l'ai dit, tout comme les symboles, qui traversent les pays. Par exemple, on peut retrouver des tas de références à des cataclysmes, comme dans la Bible. Et voilà, une grande montée des eaux, des choses comme ça. Alors forcément, ça fait référence... voilà, là, vous me parlez des vents. Il ne serait pas anodin de regarder peut-être aussi dans d'autres pays où il peut y avoir des tornades, des tempêtes, ce genre de choses-là, et donc qui font référence... Ou les calamités en Égypte. Par exemple, oui. Eh bien, je vous conseille de vous procurer le dernier livre de Jackson Elias. Il fait mention de folklorisme au Pérou. Et il y a aussi il y a une mention d'une pyramide, peut-être que vous retrouveriez des liens concernant les cultes que vous étudiez vous aussi. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de pyramides par chez nous, mais oui, c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'au Pérou, il y a aussi une légende sur un dieu mauvais tombé du ciel qui a été enfermé. Exact. Qui suce le sang. Dans cette pyramide, justement. De ses victimes. Alors, non, je parlais plutôt de parce que en fait, au Pérou, une vieille femme nous a... Enfin, il y a une légende sur un mauvais dieu tombé du ciel qui a été enfermé par un héros, farceur, ce genre de... D'accord, effectivement, mais on retrouve... beaucoup d'idées de divinités venues du ciel enfermées sous terre ou sous l'eau. C'est vrai que c'est intéressant. Ils ont aussi une déesse de la mer, etc. Moi, vous savez, c'est pas mon domaine, du coup, je dis peut-être n'importe quoi. Mais c'est vrai que pour moi, tout semble se... puis on était avec Mordecai Lemming, je sais pas si vous le connaissez l'autre soir, mais qui est plutôt spécialisé, lui, dans les cultes africains et toutes les histoires qu'il nous racontait. Alors, Mordecai, oui, Mordecai Lemming n'est pas... On va dire qu'on a des accords fondamentaux. Mais voilà, il est folkloriste avec une distance. C'est vrai que j'ai tendance à... Ce n'est pas que je crois pas à... Écoutez, c'est juste que je pourrais dire que... Voilà, je pense sincèrement que ce que Jackson Elias a vu et a constaté dans certains de ses livres existe. Ça ne veut pas dire qu'il y a des divinités, etc. Mais je pense que des cultes de mort existent à l'heure actuelle, ce qui n'est pas le cas du professeur Lemming. Non, je disais juste qu'il nous a raconté des légendes qui, moi, du coup, me font penser à celles que vous nous racontez, celles que nous avons entendues au Pérou. Tout folkloriste c'est fascinant son lot d'histoire. De voir à quel point les récits se rejoignent sur ce qui vient du ciel, ce qui vient de la terre, ce qui vient de la mer, des choses qu'on retrouve beaucoup. C'est très intéressant. C'est une structure qui est extrêmement similaire. Tout à fait. Et du coup, tu vois qu'il y a sa fille qui regarde avec insistance. Il fait bon. Et du coup, voilà, on est venu parce qu'on se disait aussi qu'on aimerait vous inviter éventuellement dans le futur pour peut-être le temps de votre séjour une conférence à l'Amicale. On a quelques artefacts intéressants. Mais c'est vrai qu'on aimerait s'ouvrir sur d'autres régions du monde. Donc, Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Ça serait fortement plaisant. Donc, vous échangez un petit peu des informations et puis vous partez un peu mis à la porte par Eva, on va être honnête. Qui vous regarde un peu avec méfiance, toujours. Et puis, vous repartez à Boston puis New York ? Oui. En arrivant à Boston, vous avez très rapidement Rory qui vous explique qu'il a reçu un coup de téléphone d'un certain Bradley Gray, qui serait donc... l'un des membres d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Dunstan, Whittleby et Gray. Et donc, il veut vous rencontrer par rapport à Erika Carlisle. Et qu'en gros, il est le représentant d'Erika Carlisle et que donc, il est prêt à vous rencontrer à la fin de la semaine. Ça a marché. Alors, c'est pas elle qui a répondu, mais ça a marché. C'est elle qui a répondu. Techniquement, son avocat, c'est un peu elle. Oui, mais ok, mais c'est une super nouvelle. On est vraiment dedans jusqu'au bout. On a un accès. Ok. Et vous avez aussi un télégramme qui vous donne rendez-vous donc avec Millie Adams et bien évidemment
Miss Schossenberg, à Harlem, au Lafayette Theatre, qui est aussi connu sous le nom The Beautiful House. Et du coup, alors que vous vous apprêtez à enchaîner et à partir, il y a Rory qui fait au fait, j'ai fait... Et il pointe du doigt le mur et vous voyez tous les trois un cadre avec la pipe brisée de Jackson Elias, qui est donc placée dans l'amicale. Du coup, je m'approche et je regarde le cadre et je regarde le cadre. Je vais demander quelque chose de précis et Et il a écouté tout ce que tu lui avais demandé, le cadre respecté, tout est là. Rory, franchement super. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Tu peux pas savoir à quel point c'était important et Je fais du mieux que j'ai pu. C'est parfait. Merci. Je lui ai demandé de pas la réparer justement parce que même si quelque part c'est peut-être triste et que ça rappelle ce qui s'est passé, j'ai trouvé que c'était peut-être mieux comme ça. Et puis je voulais qu'il reste un peu avec nous et que ça... Parce que je sais qu'on va pas l'oublier, mais peut-être que ça peut nous rappeler pourquoi on le fait et ce qui est important. Des fois, je sais que quand on peut être en colère, triste, ou même quand des pistes mènent à rien, ça peut peut-être nous permettre de se recentrer sur ce qui est important. Et je me suis dit qu'ici, c'était peut-être une place peut-être juste. Parce que il nous a quand même aidé à être là où on est aujourd'hui, à être les trois et c'est un peu à lui quoi. Non, je contemple, je dis pas grand chose, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais non, l'intention est bonne. Je vois ce que tu veux dire, Lucas. Après, Célia, si la place est peut-être pas bonne ici, on peut la mettre dans une autre pièce ou quoi, mais c'est juste que... En tout cas, Rory, franchement, merci beaucoup. C'est... Pas de souci. Et franchement, voilà, entre le coup de fil et le... Super, t'as été hyper rapide, c'est exactement ce que j'attends de toi, c'est... Merci, top. Pas de souci. Du coup, vous le laissez à quelques tâches de ménage notamment et de choses comme ça, et puis vous reprenez la route pour New York. Luca, Celia et Raymond, vous arrivez donc à New York, vous remettez vos affaires en ordre et puis vous allez rapidement au rendez-vous. À Harlem, au Lafayette Theatre, The Beautiful House. En chemin, alors que la tempête de neige s'est un petit peu calmée, vous croisez un musicien noir qui chante le jazz. Vous pouvez pas vous en empêcher, vous arrêter à l'écouter quelques instants. Vous repensez à l'histoire du baron en bleu et puis les paroles, bien que loin de vos soucis actuels, résonnent étonnamment en vous à cet instant. Finalement, vous arrivez devant le Lafayette Theatre. Millie Adams et Miss Schossenberg vous attendent au vent du théâtre. Millie Adams est élégante, un visage fin avec une expression de détermination silencieuse qui marque ses traits. Elle est très bien habillée, sa coiffure est parfaitement stylisée. Elle a l'air plutôt calme. Et donc, rapidement, les présentations sont faites et Millie vous fait entrer dans le petit lobby derrière les cabines à tickets, les vestiaires.
Puis vous entrez dans la grande salle, parmi les strapontins. Sur le chemin, des gens de ménage, des membres du staff vous sourient. Ils semblent certes connaître Millie, mais aussi connaître Miss Chosenberg. Vous êtes donc dans l'auditorium, les lumières sont allumées de partout. Vous êtes seul. Et elle vous fait asseoir au milieu des strapontins. Et du coup, elle fait... Alors, vous êtes intéressé par défendre mon mari ? On recherche la vérité. D'accord. Bon, écoutez, je travaille ici depuis que c'est ouvert, en tant que musicienne et chanteuse. Donc c'est pour ça que je vous invite ici, tant que j'ai pas pu vous juger de votre valeur, je n'allais pas vous inviter chez moi, mais... On comprend, c'est très beau aussi. De ce que je comprends, ce qui vous intéresse, c'est surtout les vrais tueurs de votre ami. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous essayez et que vous arrivez à faire relaxer mon mari, je vous donnerai toutes les informations que je peux. Vous étiez avec lui le moment où il s'est fait arrêter Non. Tout ça... Hilton a commencé à avoir des doutes il y a quelques années quand des locaux d'Harlem ont commencé à disparaître. Et en fait, alors que le nombre de disparitions augmentait, Hilton est allé voir des amis d'un bar où ils allaient tous Teddy's, à quelques blocs d'ici. Et ils ont tous servi dans les Harlem Hellfighters. Donc, vous connaissez de nom les Harlem Hellfighters, c'est le 369e régiment d'infanterie qui est composé uniquement de soldats noirs et qui est donc l'unité américaine la plus décorée de la Première Guerre mondiale. Et qui se sont battus, notamment en Champagne-Ardenne. Et ils ont commencé à organiser en fait des patrouilles pour protéger les membres de la communauté, tout en essayant de trouver qui étaient les responsables. Après que la police du 14e precinct ait refusé de prendre tout ça au sérieux. Je peux vous donner d'ailleurs les moyens de contacter ses amis. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pensez que ça aurait peut-être déplu au capitaine Robson de voir une patrouille comme ça s'organiser Écoutez, pour vous dire, même après que des corps mutilés commençaient à apparaître, il y a quelques années, la police refusait de faire quoi que ce soit. Ils disaient que c'était la faute à des violences de gang ou des vols de rue qui auraient mal tourné. Il y a eu un professeur qui est venu, qui a même dit que il avait parlé d'un culte de mort africain. Et un professeur. Oui, Mordecai Oui. Lemming. Et le capitaine Robson a déclaré que c'était un vieux fou avec trop de temps libre à sa disposition. Enfin bref, Hilton et ses amis se sont concentrés donc sur les liens avec le culte de mort dont parlait Mordecai Lemming en cherchant. Et ils ont réussi à trouver des références en allant chercher dans la bibliothèque publique de New York à propos d'un culte d'Afrique de l'Est, disparu et mort depuis longtemps, mais il m'a pas dit son nom. La police a confisqué le journal qui contenait toutes les notes de cette affaire. On a vu sur un mur à Harlem ce symbole, et du coup je lui montre le symbole, qui est aussi le symbole qui avait été retrouvé sur les corps. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous savez pourquoi quelqu'un l'aurait peint sur un mur ? Est-ce que votre mari savait quelque chose là-dessus ? Je peux pas... Peut-être, je ne sais pas tout. Ce que je sais, c'est que... Oui, comme je vous le disais avant que vous me coupiez, je parlais du fait que mon mari, dans son journal, il utilisait
je sais pas si ça vous aide, mais bon, une bande de tissu rouge et qu'il utilisait comme marque-page dans son journal. Je sais pas si ça a une importance, mais la police l'a confisqué aussi. Donc, vous me demandiez, les activités du groupe n'ont pas plu à la police. Ils ont prévenu Hilton des dangers de remuer la boue. Et il se trouve que la pression a aussi été mise sur les amis d'Hilton par leur employeur. Des membres de la vieille garde conservatrice qui étaient inquiets que les activités du groupe finissent par apporter une mauvaise réputation à Harlem. Surtout par rapport aux recherches sur les absurdités de culte, des choses comme ça. Et qui aurait joué, en tout cas pour eux, en défaveur de la perception des Noirs par les Blancs, comme étant des sauvages non éduqués, forcément. Et ça a été encore plus appuyé par les anciens de l'Église dans différents sermons. Ce groupe-là était les victimes parfaites, quoi. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.